bienvenue dans Ligne de front sur notre chaîne C'est entre nous. Donald Trump vient d'annoncer un cessez-le-feu de 15 jours et le détail qui tue, c'est qu'il a fait cette annonce exactement 1h28 avant de promettre la destruction totale de l'Iran. Ouais, c'est le jour de grand écart rhétorique qui donne un peu le vertige. Ah ça, c'est sûr. Mais ça révèle surtout qu'en coulisses, les règles du jeu ont en fait changé de façon spectaculaire. On a devant nous une vraie montagne de rapports sur les bouleversements géopolitiques de ce mois d'avril 2026. Tout à fait. On va parler de cet accord de paix assez surprise entre les États-Unis et l'Iran, mais aussi de l'opération militaire israélienne à Beyrouth. Et bien sûr, l'analyse hyper pointue d'Alistair Crooke, l'ancien diplomate britannique, sur cette espèce de refonte totale de l'ordre mondial. Notre mission aujourd'hui, pour cette analyse, c'est vraiment de comprendre les mécanismes cachés derrière cette actualité. D'aller voir ce qui se passe concrètement sous le granit des montagnes iraniennes, quoi. Ouais, et jusque dans les salles de marché, où se négocie l'argent de notre pétrole. Bon, décortiquons un peu tout ça. L'annonce de la Maison-Blanche a vraiment pris tout le monde de court, non ? Complètement. Énormément d'observateurs étaient abasourdis. L'administration américaine a en fait accepté une trêve de 2 semaines et s'est basée sur une proposition iranienne, en 10 points. Attends, une proposition iranienne ? Oui. Et les documents officiels américains qualifient même cette proposition de, je cite, « réalisable pour asseoir une paix à long terme ». D'accord, mais quand on regarde les faits bruts sur le terrain, ça ressemble quand même à s'y méprendre à une capitulation stratégique de la part des Américains. Ce qui est fascinant ici, c'est la notion de pragmatisme, parce que le gouvernement iranien reste fermement en place. Donc l'objectif historique d'un changement de régime, ça a fait un flop total. Exactement. Et en plus, on lit dans les rapports que des bases américaines ont subi de graves dommages. Sans parler du coût pour les finances publiques américaines, qui est juste stratosphérique. Oui, avec une dette qui se creuse, les matières premières qui flambent. Du coup, la question que je me pose, c'est pourquoi accepter un tel accord ? Si je perds sur toute la ligne, pourquoi je signe ? Parce que l'analyse coût-bénéfice à Washington a tout simplement frappé un mur de réalisme. La guerre moderne, et surtout la guerre asymétrique, c'est devenu un gouffre financier totalement insoutenable. Genre, ça coûte trop cher de faire la guerre aujourd'hui. C'est ça. Les rapports montrent que d'absorber une humiliation diplomatique ou même des dommages matériels sur quelques bases, ça devient de façon très pragmatique un gain. Un gain ? C'est fou de dire ça comme ça. Un gain par rapport à l'alternative, oui, qui est la guerre totale. Un conflit ouvert avec l'Iran, ça signifierait une incertitude économique mondiale telle que ça précipiterait des faillites en chaîne, surtout en Occident. Ah ouais, donc la priorité absolue des Américains dans cet accord, c'est pas de sauver la face, c'est vraiment de s'assurer de la réouverture du détroit d'Ormuz. Tout à fait, c'est le nerf de la guerre. Le commerce maritime doit reprendre. Ok, donc on avale la pilule amère pour éviter la grosse crise cardiaque économique. Sauf que cet accord, à peine signé, paf, il a été torpillé. Ouais, ça n'a pas duré bien longtemps. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Et là, j'ai besoin que tu m'éclaires parce que ça semble totalement irrationnel. Pendant que Washington essaye désespérément de calmer le jeu, Israël lance une opération militaire hyper massive. L'opération baptisée Ténèbres éternelles, oui. C'est ça. Des bombardements qui frappent des immeubles résidentiels en plein Beyrouth, au Liban, et les sources soulignent bien un détail important. Lequel ? On parle de la capitale, Beyrouth, qui est une zone à direction historiquement chrétienne. C'est pas du tout le sud du Liban, qui est lui contrôlé par le Hezbollah. C'est une distinction fondamentale, effectivement. Mais comment on explique ça ? Pourquoi un allié qui dépend autant des États-Unis, militairement et géopolitiquement, irait saboter les pourparlers de paix de son principal protecteur et sans même le consulter ? Cela soulève une question cruciale sur la divergence totale des intérêts nationaux. L'administration américaine a d'ailleurs dû faire une déclaration publique en catastrophe pour se distancer de tout ça. Genre ils ont dit « c'est pas nous, on n'a rien à voir là-dedans ». Voilà, ils ont précisé que les actions d'Israël n'étaient pas du tout couvertes par leur accord avec l'Iran. En fait, pour les États-Unis, la priorité numéro 1, c'est le libre-échange. Pour le détroit d'Ormuz, comme on disait. Exactement. Pour garder le détroit ouvert, il faut que les navires commerciaux puissent circuler en sécurité. Et pour ça, Washington a ironiquement besoin d'un gouvernement central iranien qui soit stable et fonctionnel. Ah ouais, parce que si l'État iranien s'effondre, c'est le chaos total. C'est le chaos dans le Golfe Persique, ça devient la porte ouverte à la piraterie décentralisée, et là, le commerce maritime mondial s'arrête net. D'accord, je vois. L'Amérique a besoin d'ordre pour faire des affaires. Mais du coup, pour Israël, la logique est complètement différente. C'est même tout l'inverse. Les rapports qu'on a épluchés indiquent que l'objectif stratégique d'Israël, c'est d'éliminer ce qu'ils perçoivent comme une menace existentielle.
Donc pour eux, un Iran fort et stable avec qui les Américains s'entendent, c'est le pire scénario. Exactement. Leur intérêt, c'est plutôt un Iran fracturé, affaibli, idéalement embourbé dans des guerres civiles, pour qu'il ne soit plus une menace. Ce qui rend un partenariat avec les États-Unis carrément impossible sur ce dossier. C'est comme si je veux construire une autoroute et que tu veux dynamiter le terrain, on va pas pouvoir bosser ensemble. C'est une bonne analogie. Le chaos qui garantit la sécurité de l'un empêche le commerce qui garantit la survie de l'autre. C'est le nœud du problème. Et c'est ce qui a poussé les États-Unis dans leur retranchement. Ils se retrouvent coincés entre un allié qui semble incontrôlable et un adversaire, l'Iran, qu'ils ne peuvent pas soumettre militairement. Et c'est là que l'analyse militaire prend tout son sens. Justement, c'est la question que beaucoup de ceux qui nous écoutent doivent se poser. Si les États-Unis sont vraiment au pied du mur et que l'enjeu économique est si vital, pourquoi ne pas simplement utiliser la force brute? C'est la réaction instinctive, oui. Ben oui, on parle quand même de la première armée du monde. Pourquoi ne pas envoyer 2 ou 3 porte-avions dans le Golfe et forcer la réouverture du détroit d'Ormuz par la force? C'est là qu'intervient l'analyse d'Alistair Crooke. Et franchement, elle est édifiante. Crooke explique que les Occidentaux ont fait une erreur d'évaluation magistrale sur la doctrine militaire iranienne. Une erreur à quel niveau? L'Iran a attentivement observé la guerre du Golfe et la chute de Bagdad en 2003. Ils ont compris une chose fondamentale, face à la suprématie aérienne américaine. Que s'ils jouaient le même jeu, ils se feraient écraser. Exactement. Une armée avec un commandement centralisé est morte d'avance. Si les Américains coupent la tête, le corps s'effondre. Ils ont donc repensé toute leur architecture militaire autour d'un concept hyper novateur qu'on appelle le système mosaïque. Le système mosaïque. Attends, comment tu coordonnes une défense ou une riposte militaire à l'échelle de tout un pays si ton commandement central est coupé ou détruit? Concrètement, sur le terrain, ça ressemble à quoi? C'est le bazar, non? Pas du tout. Il faut l'imaginer non pas comme une armée classique, mais plutôt comme un système immunitaire biologique. Ok, je te suis. Quand une bactérie entre dans le corps humain, tes globules blancs locaux, ils attendent pas un ordre de ton cerveau pour attaquer. Ils ont des instructions précodées, ils agissent. Ah ouais, c'est brillant. Le système mosaïque, c'est exactement ça. Crooke décrit des unités totalement décentralisées qui possèdent ce qu'on appelle des plans d'action scellés. Donc, en cas de brouillage total des communications par les Américains, ou si le quartier général à Téhéran est rasé, Chaque unité locale sait déjà exactement quelle est sa mission, quelle cible frapper et comment opérer en totale autonomie sur de très longues périodes. du coup, c'est genre impossible à décapiter avec une frappe ciblée ou l'élimination d'un général en chef. C'est strictement impossible. Et le pire pour les Occidentaux, c'est que cette résilience doctrinale s'accompagne d'une résilience physique inouïe. Tu parles des installations souterraines? Oui. Alistair Crooke détaille l'existence de véritables villes-missiles. Et attention, on ne parle pas de simples petits bunkers. Non, d'après les notes, si on prend l'exemple des installations sous les montagnes Gazd, elles sont enfouies sous 800 mètres de granit massif. 800 mètres, oui. C'est fou! 800 mètres de roche. Pour te donner une idée, c'est la hauteur de la tour Burj Khalifa à Dubaï, mais en roche massive, au-dessus de la tête. Aucune bombe anti-bunker conventionnelle américaine ne peut percer une telle épaisseur. C'est physiquement impossible. Et à l'intérieur, c'est comment? C'est une vraie ville. Il y a des réseaux ferroviaires internes. Les missiles sont déplacés sur des rails jusqu'à d'immenses silos qui sont dotés de portes étanches de plusieurs tonnes. Donc la porte s'ouvre, le missile part, et le truc se referme. Voilà, la roche se referme instantanément, ce qui rend toute riposte aérienne complètement inutile. C'est comme si les stratèges occidentaux jouaient aux échecs sur un plateau en 2D classique, pendant que leur adversaire jouait à une partie de Go souterraine et totalement décentralisée. Mais attends, j'ai une question technique. Dis-moi. Pour tirer un missile efficacement, surtout contre un navire en plein mouvement, il faut bien le guider. Et la puissance américaine, historiquement, ça repose sur sa capacité à aveugler l'ennemi. Il brouille les radars, il coupe le GPS. Comment l'Iran peut-il contourner un truc pareil? Si l'on relie cela à une perspective plus globale, c'est l'un des détails les plus révélateurs de tous nos rapports. L'Iran ne joue plus seul. Il est désormais totalement intégré technologiquement avec la Chine. Oh, la Chine entre dans la danse. Oui. D'abord sur la question de la détection. Les sources révèlent que l'Iran utilise des essais de leurres chinois de nouvelle génération. Des leurres. Oui. Et ce ne sont pas juste de fausses cibles métalliques basiques. Ces dispositifs émettent des signatures thermiques très spécifiques pour tromper les capteurs infrarouges des avions et des navires occidentaux. Donc les systèmes de défense américains saturent. Ils voient des cibles partout et ils tirent sur des fantômes. Exactement. Et pour répondre à ta question sur le ciblage sans le GPS américain, Ouais, comment ils font?
L'Iran a intégré tous ses systèmes de guidage au réseau de satellites militaires chinois, le système Beidou. C'est un changement de paradigme total. Ah, d'accord. Imagine, c'est comme si tu essayais d'aveugler un adversaire en éteignant la lumière dans la pièce. Mais qu'il a des lunettes de vision nocturne fournies par quelqu'un d'autre. Exactement. Du coup, le brouillage électronique occidental devient complètement inopérant. L'Iran utilise une architecture spatiale qui est différente et cryptée. Voilà. On comprend beaucoup mieux pourquoi les porte-avions américains hésitent à s'approcher. Tu m'étonnes. Et Croc ajoute une couche supplémentaire, cette fois sur le domaine naval. Pour rendre l'approche de l'île de Karg ou du détroit littéralement suicidaire, l'Iran a déployé des flottes de sous-marins de poche. Des mini-sous-marins. Oui, mais surtout des drones submersibles alimentés par des batteries au lithium. C'est redoutable. Ces drones n'ont pas besoin de respirer, ils n'ont aucun équipage. Et ils peuvent rester sous l'eau longtemps. Ils peuvent patrouiller silencieusement sous l'eau pendant 4 jours d'affilée en attendant une cible. 4 jours, face à ce type de menace asymétrique qui coûte presque rien à produire, engager un porte-avions à 13 milliards de dollars avec 5000 marins à bord, c'est un risque inacceptable. Totalement inacceptable pour l'état-major. C'est exactement pour ça que la flotte américaine a été forcée de reculer à plus de 1000 km des côtes iraniennes. Donc si on résume, on a une force brute, traditionnelle, gigantesque, qui est complètement neutralisée par la profondeur géographique, par la roche de 800 mètres et par une décentralisation technologique. L'armée américaine ne peut tout simplement pas entrer. Et c'est là que le sujet bascule de la tactique militaire pure à notre vie de tous les jours. Parce que cette invulnérabilité militaire, ça donne soudainement à l'Iran un levier économique absolu sur l'économie mondiale. Et les chiffres donnés par l'analyse de Crook sur ce point sont fascinants. Normalement, un pays sous tension militaire devrait s'effondrer financièrement. Mais là, paradoxalement, l'Iran sort renforcé. Complètement. Les sources disent qu'en une seule journée, 5 pétroliers géants ont été chargés sur les terminaux de l'île de Karg. Ça représente 7,7 millions de barils expédiés pour des revenus de 850 millions de dollars. En une seule journée? Oui, en 24 heures. Mais l'information cruciale des documents, c'est pas le montant, c'est la devise utilisée. Ah, la devise, c'est là que tout bascule. L'Iran exige désormais d'être payé en yuan chinois, brisant frontalement l'hégémonie historique du pétrodollar. Et on voit l'effet domino, la Russie réclame aussi des yuans à l'Europe. Et même des institutions occidentales hyper classiques, comme la Deutsche Bank, commencent à émettre des obligations en yuan. Ce qu'il faut bien saisir ici, c'est l'implication mécanique de cette transition pour notre audience. Le système du pétrodollar, qui était en place depuis les années 1970, il obligeait virtuellement tous les pays du monde à détenir des dollars pour acheter de l'énergie. Expliquons ça simplement. Parce que le concept d'exporter son inflation, c'est souvent mal compris, alors que ça touche le portefeuille de tout le monde. Concrètement, ça marche comment, cette mécanique? C'est très mécanique, oui. Si un pays normal, disons un pays européen, imprime énormément de monnaie, sa monnaie se déprécie face aux autres. Logique, il y en a trop en circulation. Donc l'inflation explose chez lui, les prix montent, mais les États-Unis avaient un avantage absolument unique au monde. Lequel? Comme le monde entier avait constamment besoin de dollars pour acheter du pétrole, la demande mondiale pour le dollar ne baissait jamais. Et ce, peu importe la quantité que la Réserve fédérale américaine imprimait. Ah ouais. Donc l'inflation américaine était en quelque sorte absorbée ou exportée vers le reste du monde qui épargnait en dollars. Exactement. Mais en exigeant des paiements en yuan pour des millions de barils par jour, l'Iran et ses alliés cassent cette demande forcée. Donc, si je comprends bien, si le reste du monde n'a plus besoin d'acheter des dollars pour se chauffer l'hiver ou faire rouler ses voitures, ces milliards de dollars en circulation perdent leur utilité, ils perdent de leur valeur. C'est ça. Et l'inflation revient frapper directement les pays occidentaux comme un boomerang. Aïe! Cela réduit drastiquement la capacité des Occidentaux à financer leurs dettes monumentales et à maintenir leur niveau de vie, sans subir une inflation locale extrêmement sévère. C'est pour ça que ce n'est plus du tout un simple conflit territorial pour un bout de désert. C'est une véritable guerre de système économique. L'axe irano-russo-chinois tente littéralement d'étrangler le modèle occidental ultra-financiarisé pour le forcer à l'abandon. C'est très cohérent avec cette nouvelle doctrine diplomatique iranienne qui est citée dans les sources. Il propose une nouvelle architecture de sécurité régionale basée sur une formule assez glaçante, je trouve. Laquelle ? Ils disent, je cite, « la sécurité pour tous ou pour personne ». La prospérité pour tous ou pour personne. En gros, si l'Iran ne peut pas vendre son pétrole tranquillement, personne dans le Golfe ne le fera. C'est limpide. Et cette architecture, elle va bien au-delà des hydrocarbures. Ouais, on a vu ça.
L'un des aspects les plus révélateurs de nos documents concerne la souveraineté technologique. L'Iran cherche activement à éloigner les autres pays du Golfe des infrastructures occidentales. Les sources mentionnent spécifiquement la volonté de s'affranchir des centres de données d'Amazon pour l'intelligence artificielle et le cloud computing. C'est un point de détail qui m'a fait bondir en lisant les notes. On pense toujours armée et pétrole, mais le cloud, pourquoi c'est stratégique à ce point? Parce qu'aujourd'hui, la gestion de ton réseau électrique, de tes transactions bancaires, de la logistique de tes ports, tout ça tourne sur ces serveurs. Tout est dans le cloud, ouais. Si tu dépends des centres de données occidentaux, on peut littéralement éteindre l'économie de ton pays en appuyant sur un bouton depuis Seattle. Le fameux déplatformage, mais à l'échelle d'un État tout entier. C'est ça. La stratégie de l'Iran et de la Chine, c'est de construire une infrastructure parallèle complète. Ça va de la fibre optique aux satellites, en passant par la monnaie et les serveurs d'IA. L'objectif est de créer un écosystème complètement blindé contre les sanctions occidentales. Un écosystème axé sur l'économie réelle, la production de biens tangibles, plutôt que sur la finance spéculative. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Eh bien, si on prend un peu de hauteur sur toutes ces sources, on réalise que cette modeste trêve de 15 jours, elle a agi comme un liquide de contraste dans une IRM. C'est une belle image. Elle a rendu visibles toutes les fractures et les basculements du système mondial. Elle a montré qu'entre alliés, comme les États-Unis et Israël, les intérêts peuvent devenir tellement contradictoires qu'ils mènent à des bombardements en pleine négociation. Et elle a surtout démontré qu'un changement d'ère technologique, avec des drones submersibles pas chers et des montagnes de granit, ça rend la projection de forces militaires classiques américaines totalement obsolète. Mais le plus important pour notre audience, c'est de comprendre que le prix du plein d'essence ou l'inflation sur le ticket de caisse au supermarché, ça se joue désormais dans ce bras de fer entre le yuan et le pétrodollar. C'est vraiment le message fondamental d'Alistair Crooke. La géopolitique, ce n'est pas abstrait. Cette transition monétaire et sécuritaire qui est imposée depuis le détroit d'Ormuz, elle est en train de redessiner l'économie domestique de chaque citoyen occidental. D'ailleurs, Crooke conclut son analyse sur une réflexion qui sort pas mal de l'ordinaire. Et je trouve que c'est une excellente pensée à laisser mûrir chez ceux qui nous écoutent. Vas-y. On pourrait voir cet effondrement de l'ancien ordre mondial, cette perte d'influence et cette inflation galopante, comme une catastrophe absolue. Mais Crooke suggère que cette crise pourrait en fait forcer l'Occident à sortir de ce qu'il appelle son nihilisme financier. C'est le vieux concept de la destruction créatrice appliqué à la géopolitique au final. Tant qu'un système boiteux tient debout grâce à l'impression monétaire et la puissance militaire apparente, on ne le réforme pas. Exactement. Et si ce choc douloureux était en fait l'électrochoc nécessaire? Une vraie crise existentielle qui obligerait enfin les nations occidentales à regarder la réalité en face. À arrêter de baser leur prospérité sur une finance spéculative internationale totalement déconnectée du réel. C'est ça. Peut-être que pour reconstruire des économies tangibles, avec de vraies usines, une vraie souveraineté et centrée sur le bien-être réel des citoyens plutôt que sur les marchés boursiers, il fallait que l'ancien système vacille. C'est une perspective exigeante, bien sûr. Mais qui permet de voir le chaos actuel non pas comme une fin, mais comme une transition brutale vers quelque chose de potentiellement plus ancré dans le réel. C'est une réflexion fascinante sur laquelle s'arrêter. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de l'actualité. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.